Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je partage un récit qui touchera vos émotions et remettra en question vos croyances sur la vie et l'avenir. Plongeons dans l'expérience de mort imminente de Solène Defranc, une femme qui, en explorant l'autre côté, est revenue avec une vision alarmante de ce qui nous attend jusqu'en septembre 2024. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez les notifications, car vous ne voudrez pas manquer cette révélation surprenante et d'autres histoires passionnantes que nous avons à offrir. Je suis Solène Dufesne, née et élevée à Lyon, une belle ville pleine d'histoires en France. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelque chose qui a complètement transformé ma vie et ma perception du monde. Avant d'entrer dans les détails de ce voyage extraordinaire, il est essentiel que vous appreniez un peu plus sur moi. Depuis mon enfance, j'ai toujours été une personne curieuse et questionneuse. J'ai grandi dans une famille chrétienne et, bien que j'ai été éduquée selon les traditions de l'Église, je n'ai jamais ressenti une connexion pleine avec cette forme de spiritualité. J'allais à la messe le dimanche et participais aux célébrations, mais j'avais toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais pas trouver dans ces murs de pierre. À mesure que je grandissais, j'ai commencé à m'éloigner un peu de la religion conventionnelle, non par rébellion ou manque de respect, mais par un véritable besoin de chercher des réponses à des questions qui n'avaient pas leur place dans les sermons dominicaux. J'ai commencé à explorer d'autres formes de spiritualité, à m'informer sur différentes philosophies, à méditer. Je cherchais quelque chose qui toucherait vraiment mon âme de manière plus profonde. Cette quête m'a conduite vers des endroits intéressants. J'ai rencontré des personnes avec des croyances variées, participé à des groupes d'études sur la spiritualité et expérimenté des pratiques alternatives. Chaque expérience m'a appris quelque chose de nouveau, mais malgré tout, il me manquait une pièce du puzzle de ma vie spirituelle. Je menais une vie ordinaire à Lyon, travaillant comme professeur de littérature dans une école locale et adorant profiter de mon temps libre. Pendant mon temps libre, j'explorais les coins historiques de la ville, je m'asseyais dans des cafés pour savourer un bon livre ou simplement pour observer les gens passer. Lyon possède une énergie singulière, une combinaison parfaite de tradition et de modernité, et j'aime chaque détail de cette ville. Ma famille a toujours été très importante dans ma vie. J'ai une petite sœur avec qui j'ai toujours été très proche, et mes parents, qui bien qu'ils ne comprennent pas complètement la phase d'exploration spirituelle qu'ils appelaient ma phase, m'ont toujours soutenu. J'ai également eu un oncle tibétain qui a agi comme un second père pour moi. Il est décédé quelques années avant les événements que je vais raconter, mais sa présence et les enseignements qu'il m'a laissés ont toujours été avec moi. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait être transformée de cette manière. J'étais satisfaite de ma routine, de mon travail et de mes petites découvertes spirituelles, mais l'univers avait d'autres plans. En 1988, quelque chose s'est produit qui a bouleversé mon monde et m'a conduite à un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer. Et c'est ce voyage que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Une expérience qui m'a appris qu'il y a beaucoup plus entre le ciel et la terre que ce que nous pouvons supposer. Une histoire de douleur, de peur, mais aussi d'amour, de connexion et de révélation. Préparez-vous, car ce que je vais raconter pourrait remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la vie et la mort. Tout a commencé dans l'été 1988. Lyon profitait de journées chaudes et ensoleillées. Les gens occupaient les terrasses des cafés et les enfants jouaient dans les parcs. C'était un été comme les autres, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Soudainement, un virus mystérieux a commencé à se répandre dans la ville. Au début, ce n'était que des rumeurs, quelques personnes tombant malades ici et là, mais en quelques jours, la situation est devenue sérieuse. Les enfants ont été les premiers à être touchés. Tout d'un coup, les écoles ont commencé à se vider, les parcs sont devenus silencieux et le son des rires a rapidement été remplacé par le bruit des sirènes des ambulances. Il était terrifiant de voir comment quelque chose d'invisible pouvait engendrer autant de chaos en si peu de temps. Je me souviens d'être à l'école quand tout cela s'est produit. La situation a commencé à s'aggraver, les parents venaient chercher leurs enfants en plein milieu de la journée, visiblement inquiets. Les couloirs, auparavant remplis de bruit et d'énergie, devenaient de plus en plus vides et silencieux. Nous, les éducateurs, essayions de garder notre calme, mais il était difficile de cacher la peur qui nous dévorait.
Les autorités ont commencé à prendre des mesures. Les hôpitaux étaient bondés et les équipes médicales travaillaient sans relâche. La ville que j'aimais tant, toujours si dynamique et vibrante, semblait se retirer, envahie par la peur. C'est dans ce contexte que ma sœur et moi sommes tombés malades. Au début, nous avons pensé que ce n'était qu'une grippe, fièvre, douleur dans le corps, rien qui laissait présager une gravité. Mais très vite, nous avons compris que c'était plus sérieux. Ma sœur s'est rétablie en quelques jours, mais moi, mon cas était différent. Je me souviens de la nuit où mon état a soudainement empiré. La fièvre a grimpé à tel point que j'avais du mal à penser clairement. Désespérés, mes parents m'ont emmené à l'hôpital. Les lumières vives, les voix pressées des médecins, tout semblait flou. J'ai été placée dans une tente d'isolement, loin des gens que j'aimais. Les jours suivants sont devenus un cauchemar. Mon corps semblait se battre contre lui-même. La douleur était constante et respirer s'est transformé en une bataille. Les médecins entraient et sortaient, toujours équipés comme s'ils étaient prêts pour une expédition spatiale, avec des combinaisons de protection, leur donnant un air d'un autre monde. Je passais d'instants de lucidité à de longs moments d'inconscience. Les rares fois où je reprenais conscience, je voyais la peur dans les yeux des médecins. Ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait, pourquoi mon corps réagissait si intensément au virus. Une nuit, et c'est le dernier souvenir clair que j'ai avant que tout ne change, la douleur et la fièvre ont atteint un niveau insupportable. J'ai entendu les médecins courir autour de moi, leurs voix urgentes discutant des actions à mener. J'ai senti des mains sur mon corps et entendu le son des appareils bipant. Puis, tout à coup, tout est devenu silencieux. La douleur a disparu, le bruit a cessé. C'était comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. À cet instant, je ne le savais pas, mais j'étais sur le point de commencer le voyage le plus incroyable de ma vie, un voyage qui me mènerait au-delà des limites de ce que je pensais possible, qui transformerait complètement ma perception de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre ces deux extrêmes. Il est difficile d'exprimer par des mots ce qui s'est passé ensuite. Comment expliquer quelque chose qui remet en question tout ce que nous savons sur la réalité? Pourtant, je vais essayer, car je suis convaincue que cette expérience n'était pas juste pour moi, mais à partager. Tout à coup, toute la douleur, l'inconfort et la peur se sont simplement dissipés. C'était comme si un poids colossal avait été retiré de mes épaules. Je me suis sentie légère, incroyablement légère. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je m'attendais à voir le plafond blanc et froid de l'hôpital, mais ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. J'étais en train de flotter, oui, flotter au-dessus de mon propre lit d'hôpital. J'ai pu observer mon corps là en bas, immobile, pâle, connecté à plusieurs machines. Les médecins et les infirmiers se déplacèrent d'un côté à l'autre, leur voix résonnant maintenant comme étouffée, comme si elle venait d'une grande distance. C'était une scène surréaliste, comme si j'assistais à un film de ma propre mort. Le plus curieux, c'est que je ne ressentais pas de peur. Au contraire, une profonde paix m'a enveloppée. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être. J'ai regardé mes mains, ou ce que je percevais comme mes mains dans cet état, qui semblait faite d'une lumière douce, d'une lueur éthérée. Puis, j'ai senti une présence à mes côtés, une figure radieuse, faite de pure lumière. Elle n'avait pas une forme humaine, c'était certain, mais d'une certaine manière, je savais que c'était un ange. Ne me demandez pas comment je le savais simplement. L'ange ne s'est pas communiqué, du moins pas avec des mots que je pouvais entendre physiquement, mais j'ai ressenti son message avec clarté dans mon esprit, dans mon être. C'était un message d'accueil et de réconfort, comme s'il me disait « Tout va bien maintenant, tu es en sécurité ». J'ai de nouveau regardé mon corps sur le lit d'hôpital et j'ai vu mes parents entrer dans la chambre, des larmes coulant sur leur visage. J'ai voulu crier pour eux, leur dire que j'allais bien, qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter. Mais d'une certaine manière, je savais qu'ils ne pouvaient pas entendre ou voir l'ange. Puis, il a tendu ce que je ne peux décrire que comme une main lumineuse dans ma direction. J'ai compris que c'était une invitation à un endroit que je ne connaissais pas, mais je sentais que je pouvais faire confiance. J'ai accepté l'offre et au moment où j'ai touché la main de l'ange, l'environnement de l'hôpital s'est évaporé. C'était comme être enveloppé dans un tourbillon de lumière et de couleurs.
Je me suis sentie avancer à une vitesse impressionnante, mais en même temps, j'étais complètement immobile. C'est contradictoire, je le sais, mais c'est la meilleure façon que je trouve de décrire. Alors que nous voyagions, si je peux appeler cela ainsi, j'ai commencé à avoir des flashs de souvenirs, non seulement de cette vie, mais d'autres existences aussi. Oui, d'autres vies. Je me suis vue comme une femme à des époques et des endroits différents, vivant des expériences totalement variées. Je me suis rendu compte que j'étais en train de témoigner de mes incarnations passées, une connaissance qui avait toujours été là, mais que, pour une raison quelconque, je n'avais jamais accédé auparavant. Puis tout est devenu silencieux. La lumière autour de moi a commencé à s'adoucir et je me suis retrouvée dans un nouveau lieu, un endroit que, d'une certaine manière, je savais être un portail entre les mondes, une frontière entre la vie et la mort, entre le familier et l'inconnu. Les couleurs autour de moi étaient plus vibrantes que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. L'air, si je peux l'appeler ainsi, était chargé d'une énergie qui pulsait à travers tout mon être. Je me sentais en paix, mais il y avait autre chose. Je réalisais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de crucial, quelque chose qui changerait tout. C'est alors que j'ai visualisé la figure qui m'attendait au loin, une présence puissante, mais en même temps douce et aimante. C'était comme si toute la lumière autour de moi émanait d'elle. J'ai commencé à me diriger vers elle et, à mesure que j'avançais, une sensation d'attente grandissait en moi. C'était quelque chose que je devais voir, quelque chose que je devais savoir. Et lorsque j'ai enfin approché suffisamment pour distinguer ses traits, tout ce que je croyais sur l'univers s'est transformé en un instant. La figure m'a regardé avec des yeux qui semblaient pénétrer jusqu'au plus profond de mon âme. En sa présence, j'ai ressenti une fusion d'amour inconditionnel et une sagesse infinie. À cet instant, il est devenu clair que j'étais en présence d'un être qui connaissait toutes les vérités de l'univers. Puis, elle a commencé à me montrer des visions de l'avenir, de ce qui était sur le point de se passer, pas seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Ce que j'observais est ce que je vais partager avec vous maintenant. Préparez-vous, car ce que je suis sur le point de dévoiler va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur ce qui s'en vient. Des ruisseaux d'eau cristalline serpentaient entre des fleurs et des arbres, et l'eau brillait comme si elle était composée de millions de petits diamants. Le ciel au-dessus n'était pas bleu, mais plutôt un kaléidoscope de couleurs qui se transformait constamment, comme si l'univers lui-même créait une œuvre d'art devant mes yeux. Le plus surprenant, c'est que je ne voyais pas ou n'entendais pas seulement tout cela, mais je le ressentais avec tout mon être. En marchant à travers le jardin, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Il y avait d'autres âmes là-bas. Certaines semblaient être arrivées récemment, tout comme moi, tandis que d'autres semblaient faire partie de cet endroit depuis longtemps. Toutes irradiaient une lumière délicate, chacune ayant sa propre couleur et intensité unique. L'une de ces âmes s'est approchée de moi. C'était une femme, ou du moins, son énergie me renvoyait à une femme. Elle a souri, et j'ai ressenti son sourire plus que je ne l'ai simplement vu. « Bienvenue », a-t-elle dit, sans mots. « Vous devez avoir beaucoup de questions, et j'en avais des milliers. Où suis-je exactement? Que m'est-il arrivé? Suis-je morte ?» La femme a lâché un doux éclat de rire, un son qui semblait faire danser les fleurs autour de nous. « Vous êtes chez toutes les âmes », a-t-elle expliqué. « C'est l'endroit d'où nous venons et où nous revenons. En ce qui concerne la mort, comme vous la comprenez sur Terre, ce n'est qu'une transition. Vous êtes plus vivante maintenant que jamais. » Elle m'a invité à marcher à ses côtés, et alors que nous nous déplacions, d'autres âmes se sont jointes à nous, chacune ayant une histoire à raconter. La leçon que j'ai apprise concernait un homme qui, dans sa vie terrestre, était un grand leader, mais ici il découvrait la valeur de l'humilité. Un enfant qui n'a pas eu l'occasion de grandir dans la vie terrestre, mais dont la sagesse semblait transcender le temps. Le plus impressionnant était notre capacité de communication. Nous ne dépendions pas des mots, juste d'une pensée ou d'une intention, et nous pouvions partager non seulement des idées, mais des expériences entières. C'était comme si nous étions capables de plonger dans les souvenirs des autres, de ressentir ce que l'autre avait ressenti, de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Alors que nous marchions dans le jardin, j'ai commencé à réaliser que cet endroit n'était pas simplement un paradis pour se reposer, mais aussi un espace d'apprentissage et de développement.
Chaque fleur, chaque arbre, chaque goutte d'eau semblait renfermer des enseignements profonds sur l'univers et notre propre existence. L'une des âmes, un homme à l'air sage, m'a expliqué « Ici, dignement, nous continuons notre voyage, apprenant de nos vies passées, nous préparant pour l'avenir et aidant ceux qui habitent encore la terre. Cela m'émerveille. Nous aidons ceux qui sont sur terre. » Il s'est mis à sourire doucement, offrant inspiration et intuition, parfois même en se manifestant dans des rêves, mais respectant toujours le libre arbitre de chacun. Alors que nous avancions, j'ai remarqué que certaines zones du jardin semblaient plus denses. Pour manque d'un terme plus approprié, la lumière y était distincte, plus sombre. J'ai demandé à la femme qui m'a accueilli au départ et elle a expliqué « Ce sont des zones de guérison. Certaines âmes, en arrivant ici, portent encore les blessures de leurs existences sur Terre. Dans ces espaces, elles trouvent ce dont elles ont besoin pour se restaurer. » J'étais émue en pensant à toutes les âmes présentes, déterminées à surmonter leurs traumatismes et leurs douleurs. C'était un puissant rappel que notre chemin d'évolution ne s'achève pas avec la mort physique. À mesure que nous avancions, la connexion avec tout ce qui m'entourait devenait de plus en plus intense. Je ressentais comme si ma propre vie pulsait avec l'essence de toute l'existence. Pour la première fois, je comprenais vraiment ce que signifie être tous unis, tout en explorant ce monde enchanteur. Une sensation de présence familière m'a enveloppée, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, mais que j'ai immédiatement reconnu. En me retournant, il était là, mon cher oncle Thibaut. Le voir là, radieux et plein de vie, bien que le mot « vie » ne s'applique peut-être pas parfaitement dans ce contexte, a été l'une des expériences les plus marquantes de tout mon parcours. L'oncle Thibaut a toujours été comme un deuxième père pour moi. Il est parti il y a quelques années et son absence avait créé un immense vide dans ma vie. Maintenant, il était là, exactement comme je m'en souvenais, mais encore plus jeune et vibrant. « Ma chérie », a-t-il dit, et sa voix était exactement comme je la me souvenais, pleine de tendresse et de sagesse. Échanger des étreintes a été quelque chose qui dépassait la dimension physique. On aurait dit que nos âmes s'unissaient, partageant amour, souvenirs et une connexion profonde. Quand nous nous sommes séparés, l'oncle Thibaut m'a regardé dans les yeux et a commenté « Tu as tellement grandi, ma petite. Je suis si fière de toi. » Les larmes, si je peux les appeler ainsi, glissaient sur mon visage. « Oncle, tu m'as tellement manqué. Souvent j'ai souhaité pouvoir te parler et demander tes conseils. » Il a souri avec tendresse. « Je n'ai jamais vraiment été loin, Solène. J'ai toujours été à tes côtés, te guidant et te protégeant du mieux que je pouvais. » Nous avons marché ensemble dans un jardin céleste, et l'oncle Thibaut a commencé à partager sur sa vie après la mort physique. Il a parlé des leçons qu'il avait apprises, de la manière dont il continuait à grandir et à évoluer. Il m'a raconté qu'il visitait parfois la terre pour aider ceux qui étaient encore incarnés. « Te souviens-tu de ce jour où tu étais sur le point d'abandonner ton rêve de devenir enseignante ?» a-t-il demandé. « Cette vague soudaine de courage et de détermination que tu as ressentie, c'était moi qui t'envoyais des forces. » J'étais émue en réalisant combien de fois il avait été présent pour moi, même sans que je le sache. Mais alors, son expression devint plus sérieuse. « Solène, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre, c'est que ta quête sur Terre n'est pas encore terminée. » J'ai ressenti une lueur de confusion. Je ne savais pas si c'était de la déception ou de la peur. Une partie de moi souhaitait rester dans cet environnement serein et aimant, tandis qu'une autre partie reconnaissait qu'il avait raison. Il continua. « Tu as une mission significative à accomplir. Ce que tu as vécu ici, ce que tu as appris, ce n'est pas seulement pour ton propre bénéfice, mais cela doit être partagé. » À ce moment-là, il me conduisit à un lieu spécial dans le jardin, une sorte d'amphithéâtre naturel, entouré d'arbres et de fleurs qui formaient un miroir d'eau. Cependant, ce n'était pas un miroir ordinaire. Au lieu de refléter le ciel, il montrait des images en mouvement. « Ce que tu vas voir maintenant, dit Thib doucement, ce sont des visions du futur, un futur que tu peux aider à créer avec le savoir que tu as acquis ici. » Alors que je me préparais à regarder dans ce miroir d'eau, je ressentis un mélange d'anxiété et d'attente. Quelque chose en moi me disait que ce que j'étais sur le point de visualiser changerait tout, et j'avais raison. Regarder dans ce miroir d'eau,
C'était comme plonger dans une mer de possibilités. Les images commencèrent à apparaître rapidement et intensément, comme si je regardais un film en haute vitesse. Mais, malgré tout, je parvenais à capter chaque détail. J'assistais à des scènes de désastres naturels dévastateurs, des ouragans emportant des villes entières, des tremblements de terre ouvrant des fissures dans la terre, des vagues géantes engloutissant des zones côtières. C'était terrifiant, mais en même temps, je réalisais qu'il y avait un but plus grand derrière toute cette situation. Puis, les images changèrent. Je vis des personnes dans les rues, d'énormes foules marchant et exigeant des transformations. Il y avait de la colère et de la frustration, mais aussi de l'espoir et de la détermination. C'était comme si l'humanité se réveillait enfin et réalisait qu'elle devait corriger sa trajectoire. Des conflits surgirent également. J'observais des nations s'affrontant, non seulement avec des armes, mais avec des idéologies, dans une lutte de vision du monde où l'ancien tentait de rester ferme, tandis que le nouveau luttait pour émerger. Cependant, tout n'était pas chaos et destruction. J'ai également vu des scènes de beauté et d'espoir, des communautés se rassemblant. Se soutenant mutuellement en période de difficulté, des innovations technologiques impressionnantes sont utilisées pour guérir des maladies et préserver l'environnement, tandis que des individus de diverses cultures et croyances s'unissent dans une compréhension réciproque. Une date s'est clairement dessinée, septembre 2024. Bien que je ne sache pas exactement ce que cela signifiait, j'avais le sentiment que c'était un moment décisif, un tournant dans le parcours de l'humanité. En témoignage de cette scène, j'ai ressenti la présence réconfortante de mon oncle Tib à mes côtés. « Ce que tu observes, m'a-t-il expliqué, ce sont des possibilités. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre, il est façonné par les choix que nous faisons à chaque instant. » Je me suis tourné vers lui, ressentant le poids de la responsabilité. « Mais pourquoi est-ce que je vois cela? Que puis-je faire ?» Tib a souri avec tendresse. « Tu as un rôle vital à jouer, ma chère. Le savoir que tu as acquis ici, la compréhension plus profonde de la vie et de la mort, ainsi que le sens de notre existence, doivent être partagés. » Il a poursuivi. « Les gens sur Terre entrent dans une phase de grande transformation et défi. Beaucoup se sentiront perdus et effrayés. Ils auront besoin de guidance et d'espoir, et c'est là que tu interviens. » J'ai ressenti une émotion mêlée. D'un côté, j'étais honorée d'avoir été choisie pour cette mission, mais de l'autre, je me sentais accablée. Comment pourrais-je, moi, une simple professeure de Lyon, faire une différence face à des événements si grands? Comme s'il lisait mes pensées, et peut-être qu'il le pouvait vraiment, Tib m'a dit « Ne sous-estime pas le pouvoir d'une seule âme éclairée, Solène. Chaque message que tu enverras pourrait être un phare de lumière pour d'autres. C'est ainsi que la transformation se produit, un pas à la fois. » J'ai de nouveau regardé dans le miroir d'eau. Les images avaient cessé, mais l'impact de ce que j'avais vu demeurait. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais été chargée d'une mission, et maintenant, il était temps de revenir et de l'accomplir. Tib m'a étreint une dernière fois et a dit « Rappelle-toi, ma chère, tu ne seras jamais seule. Nous serons toujours ici, vous guidant et vous soutenant. » Conscient et la perception du futur imprégnée dans mon essence, je me suis préparée pour le voyage de retour, revenant à la vie, au monde que j'avais un jour connu, mais que je voyais maintenant avec un regard totalement nouveau. Le moment du retour était, comment puis-je décrire cela, semblable à un réveil d'un rêve profond. Mais au contraire, c'était comme si le rêve représentait la réalité la plus vivante et que je revenais à quelque chose de moins concret. J'ai ressenti une douce force m'attirant en arrière, comme si mon âme était appelée à revenir à mon corps. J'avoue qu'un instant, j'ai hésité. Une partie de moi voulait rester dans ce lieu de paix et d'amour infini. Mais j'avais une mission à accomplir. À mesure que je m'approchais de mon corps, j'ai commencé à ressentir à nouveau les sensations physiques. Le poids de mon corps, la texture des draps de l'hôpital, l'odeur aseptisée de la chambre. C'était un choc, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai lentement ouvert les yeux, et la première image qui m'est apparue fut celle du visage de ma mère, qui était à côté de mon lit, tenant ma main. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, mais en me voyant me réveiller, son visage s'est illuminé d'un sourire qui semblait éclairer toute la pièce. « Tu es revenu parmi nous » s'exclama-t-elle solennellement,
la voix étranglée par l'émotion. Peu de temps après, la chambre était remplie de médecins et d'infirmières, tous semblant surpris et soulagés. J'ai entendu des fragments de leur conversation. Récupération miraculeuse, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Ils étaient pratiquement. Je voulais leur raconter tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais appris, mais quand j'ai essayé de parler, ma gorge était sèche et les mots ne sortaient pas. Une infirmière m'a délicatement offert un peu d'eau. Les jours suivants, j'ai passé une série d'examens. Les médecins étaient stupéfaits. Non seulement j'avais survécu à une maladie qui avait emporté tant de vies, mais mon corps semblait se rétablir à une vitesse impressionnante. Alors que mon corps se renforçait, mon esprit était en émoi. Comment pourrais-je commencer à expliquer ce qui s'était passé et comment pourrais-je traduire la profondeur et la importance de ce que j'avais vécu? Ma famille et mes amis étaient indiscutablement heureux de me voir rétabli, mais je percevais dans leurs regards que quelque chose les intriguait. Ce n'était pas seulement la vécu d'une expérience de mort imminente, il y avait quelque chose de plus significatif, une transformation essentielle de mon être. Une nuit, environ une semaine après ma guérison, ma sœur est venue me rendre visite seule. Elle s'est assise au bord de mon lit et m'a regardé dans les yeux. « Que t'est-il arrivé, Solène ?» a-t-elle demandé doucement. « Tu as l'air différente. » C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de commencer à partager mon récit, en commençant par ma sœur, puis mes parents, et ensuite mes amis proches. J'ai commencé le décompte de mon voyage au-delà de la vie. Certaines personnes étaient sceptiques, d'autres fascinées, mais tous ont perçu la conviction dans mes paroles et la paix qui émanait de moi en racontant ce que j'avais vécu. Alors que je me remettais physiquement et me préparais à sortir de l'hôpital, j'étais pleinement consciente que ma vie avait changé à jamais. Il ne s'agissait pas seulement des connaissances que j'avais acquises sur la vie, la mort et notre but ici sur Terre. Je savais que j'avais une mission à accomplir, un exploit concernant l'avenir qui m'avait été révélé. Septembre 2024 semblait loin, mais dans mon esprit, le temps passerait rapidement. Il y avait beaucoup à faire, de nombreuses personnes à atteindre et un message à transmettre. Dès que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans cette nouvelle étape, j'ai éprouvé une vague d'émotions, anxiété, anticipation, mais surtout un intense sentiment de but. Le monde était à l'aube de grandes transformations et j'avais été choisie pour participer à ce processus. Avec cette réalisation, je suis sortie de l'hôpital non pas seulement comme une survivante, mais comme quelqu'un renaissant avec un nouvel objectif. Je savais que le chemin à venir serait difficile, mais aussi incroyablement significatif, et j'étais prête à embarquer dans cette aventure. Dans les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur tout ce que j'avais vécu et appris. C'était comme si je percevais le monde sous un nouveau jour. La première chose que j'ai remarquée était à quel point notre compréhension de la mort, au sein de la société occidentale, est assez restreinte et souvent erronée. Nous considérons la mort comme une fin, quelque chose à craindre et que nous devons éviter à tout prix. Cependant, l'expérience que j'ai vécue m'a révélé que la mort est en réalité un passage, une transition vers un état d'être différent. Je me souviens d'être dans le parc près de chez moi, observant les gens passer. Ils semblaient tellement préoccupés, si immergés dans leur vie quotidienne. Je voulais leur crier « Hé, vous ne vous rendez pas compte que tout ça est temporaire? Il y a quelque chose de bien plus grand qui nous attend. » Mais bien sûr, je savais que je ne pouvais pas dire cela, car les gens penseraient que j'étais folle. Alors, à la place, j'ai commencé à observer, à réfléchir et à chercher des moyens de partager ce que j'avais appris, d'une manière que les gens puissent accepter et comprendre. Une des leçons les plus profondes que j'ai tirées a été sur l'essence de la réalité. Ce que j'ai vécu de l'autre côté a montré que la réalité telle que nous la connaissons n'est qu'une fraction de ce qui existe réellement. C'est comme si nous vivions dans une bulle, ne percevant qu'une partie du grand tableau. Cette compréhension a complètement transformé ma vision des défis de la vie en général. Des questions qui semblaient auparavant énormes et écrasantes se présentaient à présent comme petites face à l'ensemble de ce qui est. Je ne dis pas que j'ai cessé de me soucier des problèmes quotidiens, mais maintenant je les voyais sous un nouveau jour. Un autre aspect qui m'a profondément touché a été l'interconnexion de toutes choses.
Dans le jardin céleste, j'ai pu ressentir à quel point tout est entrelacé, comment chaque action et chaque pensée génèrent un effet qui se propage comme des ondes dans un lac. Cela m'a amené à réfléchir intensément à la responsabilité que nous avons les uns envers les autres et envers le monde qui nous entoure, et à commencer à voir chaque interaction et chaque rencontre comme une chance de répandre un peu de la lumière que j'avais expérimentée, un sourire pour un inconnu, une parole gentille pour quelqu'un qui traverse des difficultés. Ces petites actions ont commencé à avoir un nouveau sens pour moi. La question du but de la vie a également pris une nouvelle perspective. Avant, j'associais le but à des réalisations concrètes, à laisser une trace dans le monde. Maintenant, je réalise que le véritable but est d'évoluer, d'apprendre et d'aider les autres à faire de même. Chaque vie, chaque expérience représente une opportunité de croissance pour notre âme. Cependant, tout n'a pas été simple. Je dois avouer qu'à certains moments, je me suis sentie accablée par le savoir que j'avais acquis. Il y avait des jours où je regardais les gens autour de moi et sentais que j'étais différente, isolée, comme si je portais un secret que je ne pouvais pas partager intégralement. Et il y avait aussi les visions du futur que j'avais reçues, pesant lourdement dans mon esprit, me rappelant sans cesse la responsabilité que je portais. Comment pourrais-je préparer les gens à ce qui allait arriver sans provoquer de panique ou être perçue comme folle? Pendant cette période d'introspection, j'ai commencé à réaliser que ma mission n'était pas de sauver le monde seul. Je n'étais qu'un morceau d'un puzzle bien plus grand. Mon rôle consistait à partager ce que j'avais appris, à semer des graines de conscience et d'espoir, et à croire que ces graines fleuriraient en temps voulu. J'ai commencé à comprendre que la vie et la mort ne sont pas des opposés, mais des parties d'un cycle incessant. La mort n'est pas une fin, mais plutôt une transformation. J'ai commencé à voir la vie sur Terre comme une école où chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, représente une chance d'apprendre et d'évoluer. Ces réflexions m'ont aidé à trouver un nouvel équilibre. J'étais toujours dans le monde, avec des responsabilités et des relations terrestres, mais je voyais désormais tout à travers une perspective plus large. Chaque jour est devenu une occasion de vivre avec plus de conscience, de compassion et de sens. Ainsi, peu à peu, j'ai commencé à me préparer à partager mon histoire avec un public plus large. Je ne savais pas exactement comment je le ferais, mais je croyais que l'univers me guiderait. Le chemin se dévoilerait au moment approprié. J'ai appris qu'il y a beaucoup plus dans le cosmos que ce que nous pouvons voir ou comprendre, et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir foi et d'avancer. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, j'ai commencé à ressentir une pression croissante. Les visions du futur que j'avais obtenues n'étaient pas seulement des aperçus lointains, mais un appel à l'action. J'avais pleinement conscience d'avoir un but à accomplir, mais par où commencer? J'ai décidé que la première étape consisterait à organiser mes expériences et réflexions de manière claire. J'ai commencé à prendre des notes. Au début, ce n'était que des annotations éparses, des fragments de souvenirs et de perceptions. Mais avec le temps, ces notes ont commencé à se consolider, se transformant en quelque chose de plus cohérent. Écrire n'a pas été une tâche facile. Comment exprimer par des mots des vécus qui dépassent la capacité linguistique humaine? Comment décrire des nuances qui n'existent pas sur cette planète? Des sensations qui échappent au tangible. Souvent, je me suis retrouvée face à cette page blanche, frustrée par l'inadéquation des mots. Cependant, je suis restée déterminée, consciente que chaque mot de ma transcription était une graine semée, une préparation pour les activités à venir. Parfois, en écrivant, je ressentais comme si j'étais guidée. Des idées émergeaient, des connexions se formaient, et je commençais à comprendre des aspects qui m'avaient auparavant échappé. Avec l'écriture, j'ai recherché des informations sur des expériences similaires à la mienne. J'ai lu des témoignages d'expériences de mort imminente, exploré différentes doctrines spirituelles et examiné ce que la science dit sur la conscience et la réalité. Je voulais être prête pour les questions et le scepticisme que je savais que je devais affronter. J'ai également commencé à pratiquer la méditation régulièrement et j'ai découvert qu'à travers cela, je pouvais me reconnecter à cette sensation de paix intérieure et d'unité que j'avais ressentie de l'autre côté.
Cela m'a non seulement aidé à maintenir mon équilibre émotionnel, mais cela semblait également renforcer mon intuition et ma clarté mentale. Au fur et à mesure que je m'engageais dans ce travail intérieur, j'ai commencé à percevoir des changements subtils autour de moi. Des amis et des membres de ma famille ont commencé à me contacter pour discuter de questions plus profondes sur la vie, et mes collègues de travail commentaient la sérénité qui semblait m'entourer. C'était comme si, même sans parler ouvertement de mon expérience, je commençais déjà à avoir un impact sur les gens autour de moi. Un jour, j'ai reçu une invitation inattendue. Une amie qui travaillait dans un centre communautaire local m'a demandé si j'étais prête à donner une conférence sur le sens de la vie. J'ai été surprise car je n'avais pas partagé mes projets de raconter mon histoire publiquement, mais j'ai réalisé que c'était l'univers qui me donnait une opportunité. J'ai accepté l'invitation avec un mélange d'enthousiasme et de nervosité. Ce serait ma première fois à parler ouvertement de mes expériences devant un public plus large. J'ai passé des semaines à me préparer, à peaufiner mon message et à réfléchir à la manière de transmettre ce que j'avais appris de manière accessible et significative pour tous. Le soir de la conférence, le petit auditorium du centre communautaire était plein. En regardant les visages dans le public, certains curieux, d'autres sceptiques et d'autres encore en quête d'espoir, j'ai ressenti une vague d'amour et d'empathie. Ce sont ces personnes que je suis venue aider. J'ai commencé à parler, et au fur et à mesure que les mots coulaient, j'ai éprouvé la même énergie que j'avais de l'autre côté, comme si j'étais simplement un canal transmettant un message plus grand que moi. J'ai abordé l'interconnexion de toutes choses, comment chaque action et chaque pensée influencent le tout. J'ai partagé des éclaircissements sur le sens de la vie et l'essence de la réalité. Je n'ai pas mentionné directement mon expérience de mort imminente ou les visions du futur, car ce n'était pas encore le bon moment, mais j'ai planté les graines. J'ai parlé de l'importance d'être présent et de la nécessité de cultiver la compassion et l'empathie mutuelle en ces temps difficiles. La réception a été écrasante. Après la conférence, beaucoup de personnes se sont approchées pour discuter avec moi, certaines les yeux pleins de larmes, d'autres avec un éclat de reconnaissance. J'avais touché quelque chose de profond en elles, quelque chose qui résonnait avec leurs expériences et intuitions personnelles. Cette nuit-là a été un tournant. J'ai réalisé que j'étais prête à avancer dans ma mission. Les graines étaient en train d'être semées, et c'était maintenant le moment de les cultiver et d'élargir mon impact. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'ai ressenti un mélange de gratitude et de détermination. Le chemin à parcourir était encore long, et j'étais pleinement consciente que je rencontrerais des difficultés, mais je savais aussi que je ne serais pas seule dans ce voyage. Avec les leçons du Jardin céleste gravées dans mon cœur et la vision de l'avenir en tête, j'étais prête à embrasser ma mission pleinement. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de mon appartement à Lyon, je vois une ville qui semble être la même qu'avant, mais qui, pour moi, s'est complètement transformée. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque personne qui passe a désormais une nouvelle signification. C'est comme si je pouvais voir au-delà de la surface, percevant les courants invisibles d'énergie et de but qui unissent toutes et tous. Depuis ce premier discours dans le centre communautaire, ma vie est devenue une montagne russe d'expériences. La nouvelle de mon histoire s'est d'abord répandue au niveau local, puis national. J'ai reçu des invitations à participer à des conférences, des émissions de radio et même à écrire un livre. Il est surprenant de réfléchir à la façon dont mon parcours a changé en si peu de temps. Mais cette visibilité a également apporté son lot de défis. Tout le monde n'est pas prêt ou disposé à entendre ce que j'ai à dire. J'ai fait face à du scepticisme, des railleries et même de l'hostilité. Il y a eu des moments où je me suis remise en question, me demandant s'il ne serait pas plus sage de garder tout cela pour moi. Pourtant, je me souviens du jardin célestial, de l'amour et de la paix que j'y ai expérimenté, des visions de l'avenir et de la responsabilité qui m'a été confiée, et cela me motive à aller de l'avant. Ce qui me motive vraiment, ce sont les personnes qui s'approchent de moi après mes conférences ou qui me parlent de l'impact de mes écrits, révélant que mes mots ont transformé leur vie et leur ont donné de l'espoir en des moments difficiles. Chacune de ces histoires confirme que je suis sur la bonne voie. À l'approche de septembre 2024, je ressens une urgence croissante. Les transformations que j'ai envisagées dans mes prophéties commencent déjà à se manifester.
je vois dans les reportages la récurrence et l'intensité des catastrophes naturelles augmenter, et je perçois les tensions politiques et sociales s'intensifier à l'échelle mondiale comme si l'humanité s'approchait d'un tournant. Cependant, en parallèle de cette urgence, je ressens aussi un profond espoir, car je perçois des signes positifs. Un nombre croissant d'individus s'éveillent à une nouvelle conscience, recherchant des chemins de compassion et de coopération. Je crois que nous vivons un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, rempli de défis, mais aussi de grandes opportunités. Je suis consciente que ma mission n'est pas de sauver le monde seul, personne ne peut le faire isolément. Cependant, je suis convaincue que chacun d'entre nous joue un rôle important. Chaque acte de bonté et chaque choix conscient contribuent au bien-être collectif. Je considère maintenant ma mission comme celle d'aider les gens à reconnaître cela, en les amenant à comprendre qu'ils ont le pouvoir d'avoir un impact, peu importe la petitesse de leur contribution. Plus que jamais, je suis déterminée à continuer à partager mon histoire, à diffuser le message d'interconnexion, de but et d'espoir. Chaque jour représente une nouvelle chance d'apprendre, de grandir et de servir, et je suis certaine que peu importe ce que l'avenir nous réserve, je suis exactement là où je dois être, faisant exactement ce que je dois faire.